Fidèles auditeurs de Radio Gabon La Référence, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. C'est au mois de mars 2021 que le Gabon enregistrait son premier cas à la Covid-19. Mars 2021, un an que notre pays croule sous la pandémie à coronavirus. Gabon Santé, votre émission consacrée aux questions de santé et de bien-être, vous propose aujourd'hui une rétrospective qui vise à établir un lien entre la Covid-19 et d'autres pathologies, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH-Sida, la pneumonie, le cancer de la prostate. Au cours de cette rétrospective, nous parlerons non seulement de la transfusion sanguine en période de pandémie à la Covid-19, mais également de l'impact du confinement dans les foyers et sur le calendrier vaccinal. Notre émission reçoit le professeur Jean-Bernard Lekana-Douki, directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, centre d'excellence régional pour Africa CDC, certifié OMS Africa CDC pour le diagnostic de la Covid-19. Avec notre homme de science, il sera question de la nouvelle vague de la Covid-19. Professeur, que devons-nous comprendre par terme variant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme variant dérive d'une expression qui est la variation antigénique. C'est quelque chose de classique chez les microbes. La majorité des agents infectieux ont une variation antigénique. Qu'est-ce que la variation antigénique ? La variation antigénique, en fait, c'est la présence des modifications chez le microbe de telle sorte qu'il n'est plus le même. Pour faire simple, vous prenez un monsieur qui pèse 130 kg et qui a une taille de 1,80 m. Il va connaître un choc dans l'organisme qui va faire que son poids de 130 kg va diminuer, point de se retrouver à 85 kg. Comment fait-on pour découvrir, pour mettre en évidence les variants ? Comme je l'ai dit, les variants, ce sont des mutations, des modifications. Donc, en fait, il s'agit d'aller compter les éléments qui constituent les gènes. Ces nouvelles variantes sont-elles plus virulentes que la précédente ? Pour répondre à cette question, on va reprendre l'exemple de ce monsieur qui a 1,80 m et qui pèse 130 kg. Ce monsieur, si il perd du poids de telle sorte qu'il se retrouve à 85 kg, il peut avoir, s'il est bien entraîné, la capacité de sauter à une hauteur de 1,70 m, 1,80 m. Ce qu'il n'aurait pas pu faire quand il avait son poids, sa masse de 130 kg. Donc, le variant, en microbiologie, en général, ils sont plus faibles que les souches initiales qu'on appelle les souches sauvages. Mais, et d'ailleurs, ces variants, pour la majorité, puisqu'ils sont plus faibles, meurent, n'arrivent pas à vivre. Mais il y a quelques-uns qui, comme l'exemple que je viens de pouvoir se développer, et on se développe, qu'ils vont avoir de nouvelles propriétés, de nouvelles compétences. Et donc, on ne peut pas prédire si un variant est plus virulent ou moins virulent, mais à la fin, on le voit plus virulent, comme c'est le cas du variant britannique. Nous allons nous intéresser à la maladie du diabète du type 1 et 2, tout en nous focalisant sur le diabète et le coronavirus. Autant d'interrogations qui trouveront certainement réponse grâce au docteur Baillet, spécialiste en diabétologie, exerçant au centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous allons nous focaliser sur la maladie du coronavirus, donc faire le lien entre le coronavirus et la maladie du diabète. Concernant donc l'épidémie que tous les pays du monde traversent, le Gabon n'en est pas épargné, l'épidémie à coronavirus. On sait que le coronavirus est un virus. C'est un virus qui ressemble au virus de la grippe en termes de configuration virologique, mais aussi en termes de manifestations cliniques. Sauf que ce sera une grippe sévère avec une détresse respiratoire. Donc c'est une infection virale sévère. Alors, on a vu tout à l'heure que les sujets diabétiques, notamment diabétiques anciens et surtout qui ne sont pas bien équilibrés,
dont le taux de sucre n'est pas normal, vont avoir leur défense immunitaire diminuée, affaiblie. Mais ce sont des personnes aussi, ces diabétiques, vont être susceptibles d'avoir, donc, lié à leur hyperglycémie, à ces défenses immunitaires diminuées, vont être susceptibles à toutes les infections. Donc, si ces sujets sont en contact avec le coronavirus, ils ont de grands risques non seulement de contracter l'infection, mais d'avoir une forme sévère. Mais ça concerne naturellement les diabétiques lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, que les choses soient claires. Tous les diabétiques ne vont pas faire du Covid, tous les diabétiques ne vont pas décéder de Covid, mais lorsqu'on est diabétique et qu'on a un équilibre, une prise en charge ou un régime qui n'est pas suivi, on est à très haut risque de développer une forme sévère du Covid. Et je puis vous dire qu'en diabétologie, donc dans notre unité d'hospitalisation, effectivement, nous avons plusieurs patients qui ont eu des formes sévères et avec des décès. Donc on sait que, puisque maintenant on maîtrise de mieux en mieux la prise en charge du coronavirus depuis les signes jusqu'au traitement, nous tous nous avons appris par les scientifiques que le Covid attaque et surtout fragilise et tue les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, à savoir les personnes fragiles, donc les personnes âgées, les personnes obèses, les diabétiques hypertendus, grosso modo, et puis les insuffisants rénaux notamment. Donc c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Ces maladies qui sont hébergées par des patients, souvent âgés, souvent obèses, donc plus fragiles que les autres. Il y a un risque très grand donc pour le diabétique. D'où, qu'est-ce qu'on fait après ça ? Justement, le diabétique, c'est un sujet donc qui doit, surtout dans ces périodes de tension liées à l'épidémie à coronavirus, donc il doit se protéger plus que les autres, à savoir lavage des mains, distanciation sociale, sortie le moins possible, faut pas être exposé, port du masque obligatoire, et aussi suivi et maîtrise de son diabète. Faut voir son médecin, faut maîtriser sa glycémie, qu'elle soit normale, bien prendre son traitement pendant cette période qui est très tendue et nous le savons tous, comme on l'observe dans les pays occidentaux, qui enregistrent une deuxième vague. On craint à Libreville, au Gabon et dans nos pays riverains, que nous soyons exposés à une deuxième vague. Le virus n'a pas disparu, comme on voit dans le bulletin épidémiologique du COPIL. Il y a encore des sujets en réanimation. Aujourd'hui, ils sont 9 en réanimation à l'unité de réanimation du COPIL, du Covid, de prise en charge du Covid. Et dedans, il y a quelques diabétiques d'ailleurs. Alors, vous avez dit plus haut que vous avez enregistré les décès des diabétiques dus au coronavirus. Quel a été donc l'impact du Covid-19 sur la gestion de la maladie dans votre département ? Il n'y a pas de particularisme. Le ministère de la Santé et la communauté scientifique en général ont édicté des règles en matière de prévention sur le Covid que les hôpitaux, parce que l'hôpital est très exposé. Vous avez vu que dans les pays développés, et nous aussi, on a connu la mort, on a enregistré à regret la mort de 3 médecins et d'autres personnels de santé, l'hospitalisation ou alors la mise en quarantaine de plus de 25 à 30% des personnels de santé ont attrapé le Covid à l'hôpital. Donc l'hôpital, c'est un espace très exposé, puisque c'est là où viennent les malades. Et quand ils viennent, si les mesures sociales, les mesures barrières ne sont pas respectées et appliquées, le personnel soignant devient le premier contact de ces patients très contagieux. Donc, le message, c'est que tout le monde, toute la population, mais plus encore les personnels soignants qui sont exposés, puisqu'ils ont des patients, des malades en face d'eux, mais aussi les diabétiques, doivent observer de façon rigoureuse les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale. Éviter le contact étroit, port du masque obligatoire en permanence, des masques de qualité pour les diabétiques qui sont des sujets à risque, préférence un masque chirurgical et quand on a le moyen, un masque FFP2, surtout les personnels de santé. Un masque efficace, réglementaire, lavage des mains le plus souvent possible et puis la distanciation sociale. Nous recevons le docteur Raissa Okui Ndong Asapi, directeur du programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. À côté du médecin se trouve Madame Moussunda Zamba Fatou,
Madame Moussonda est présidente du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH. Docteur, à l'entame de cette émission, j'ai fait allusion à la pandémie de la Covid-19. Alors, le monde croule aujourd'hui sous cette pandémie. Le malade du sida, le PVVIH, est exposé justement à cette maladie, au Covid-19. Quel est le comportement que ce dernier devrait adopter aujourd'hui en période de pandémie, le PVVIH? Oui, la pandémie à Covid-19 est là. Mais nous ne devons pas occulter les autres services de santé, donc les autres maladies. Le sida aussi est là. Les personnes vivant avec le VIH sont des personnes très vulnérables. Donc, elles devraient pouvoir, pendant cette pandémie, continuer à fréquenter les centres, prendre leur traitement antirétroviral. C'est très important. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le PVVIH devrait pouvoir se protéger. La distanciation, c'est pour les PVVIH. Évitez de parler à même avec une personne, restez à au moins 2 mètres de la personne lorsque vous parlez. Parce que les gouttelettes de fluge qu'une personne malade de Covid-19 peut dégager va atteindre la personne qui vit avec le VIH et ça va aggraver sa maladie. C'est pour ça que le port du masque est très important pour la personne vivant avec le VIH. Non seulement pour la Covid, mais aussi pour les pneumopathies, donc les infections grippales, tout ce qui est tuberculose, etc. Donc c'est très important. Se couvrir le nez et la bouche. Utiliser un gel hydroalcoolique, c'est très important parce que éviter de toucher, de contracter la Covid ou autre pathologie et le porter à la bouche parce que vous êtes vulnérable du VIH, par votre VIH déjà. Donc, c'est très important aujourd'hui que la personne qui vit avec le VIH écoute tout ce qui est gestes barrières autour de la Covid-19 parce que ces 2 pathologies également ne sont pas favorables à la durée de vie de la personne vivant avec le VIH. Alors, la personne doit vraiment être rigoureuse sur la mise en pratique, la mise en application des gestes barrières. Quel conseil alors donnez-vous à une personne qui veut se rendre dans une structure sanitaire? Un PVVIH. Alors, pour ce PVVIH qui veut se rendre, déjà, malgré la pandémie, il faut que les PVVIH fréquentent leur structure parce que nous avons constaté depuis le mois de mars une diminution de la fréquentation parce que les gens, les malades du sida ont écouté les on a dit. Il faut dire que les structures de santé sont restées ouvertes pendant tout le temps qu'il y avait le confinement total et même maintenant pour assurer justement tout ce service. Effectivement, pour les malades. Il y a eu beaucoup de désinformation. Voilà, il y a eu beaucoup de désinformation. Alors la personne qui se lève et qui veut aller au niveau de sa structure, comme je l'ai dit, se rassure de porter son masque. Il faut absolument porter son masque. Avoir ce gel-là dans son sac. Si on n'a pas le gel, on l'a dit. Se laver les mains à tout moment. Il y a des points d'eau dans toute la vie pour pouvoir se laver les mains. Ne pas hésiter. On a dit ne pas se toucher, ne pas se saluer en touchant les mains des autres parce que justement le corona passe par les mains. Donc se laver les mains, il faut même pas dire bonjour, il faut juste faire le geste. Salut à distance. Salut à distance pour ne pas toucher les personnes même qu'on connaît. Et ensuite, lorsqu'on est dans la structure, je l'ai dit, il faut porter le masque. On l'a dit, ne pas toucher les poignées des portes, les rampes d'escalier. Tout ça, c'est très important d'écouter ce message. Garder son masque le plus longtemps possible. Donc, fréquenter le centre, venir voir son médecin, prendre ses médicaments, toujours prendre ses médicaments. L'hygiène de vie est très important pour la personne vivant avec le VIH. Être propre à tout. Et si un PVVIH contracté à la Covid-19, est-ce qu'il a les chances de s'en sortir? Oui, alors il faut dire que le gros des malades qui ont contracté la Covid-19 et qui sont décédés ne fait pas partie de nos cohortes des personnes vivant avec le VIH. Et la Covid-19 a entraîné la plupart des décès, c'était les comorbidités à diabète ou à hypertension artérielle. Nous avons eu des PVVH comorbides avec la Covid-19, mais ils ne sont pas décédés. Donc nous n'avons pas enregistré de décès de malades du sida dû à la Covid-19. Qu'à cela ne tienne, c'est des personnes vulnérables qui peuvent décéder de la Covid-19. Non pas parce qu'ils sont très immunodéprimés par rapport à leur VIH, mais parce que c'est des personnes. La Covid-19 est à l'origine d'une pandémie. Ce virus se transmettant facilement et rapidement, il a été décidé de confiner les populations afin d'endiguer cette pandémie et de protéger les personnes les plus vulnérables. Le gouvernement et les associations craignent une hausse des violences et des maltraitances contre les enfants, les femmes et même les hommes durant le confinement. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Madame Nadia Kama Boulamatari, responsable de la cellule violence basée sur les gens.
Madame Kama, peut-être dans un premier temps nous présenter la structure et les missions assignées à votre structure, justement. ONG Femmes Vertueuses Eden. Donc, c'est un acteur social depuis 2016 et nous sommes centrés sur la restauration du bonheur familial, donc à travers l'aide aux jeunes et aux familles en difficulté. Concernant donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons une cellule violence basée sur les genres que j'anime antérieurement au confinement déjà. Donc, quelles étaient les activités? Des activités d'écoute avec un accompagnement multidisciplinaire. Notre but, c'est de sortir les violences intrafamiliales du tabou parce que nous pensions déjà avant que ces violences-là étaient dans un certain tabou. Et nous, notre défi, c'est de les sortir du tabou, c'est d'accompagner ces personnes-là, de les mettre en confiance. C'est un peu ces choses-là qu'on faisait déjà avant le confinement à travers de groupes de parole, à l'aide des psychologues, à l'aide des personnes victimes déjà de violences conjugales qui ont déjà fait un certain chemin. Et donc, c'est un partage d'expérience. Nous faisons aussi un accompagnement juridique. Donc, ça, c'est ce que nous faisions avant le confinement. Le confinement, donc, lié à la COVID-19. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les compétences pour les mettre au profit des familles. Le confinement est arrivé. Nous faisions de la sensibilisation par rapport au COVID-19, respecter les mesures barrières, tout ceci. Et c'est par la grâce, quand même, c'est quelqu'un qui nous a publié donc un article français qui rapportait une augmentation de 36% des appels des personnes en détresse. Nous nous sommes posé la question parce que nous animions cette cellule-là. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Justement, la personne qui nous a publié ça, c'est justement quelqu'un qui était dans la thématique, qui était dans cette souffrance-là. Donc, on a dit, il faut qu'on en parle. Alors, c'est comme ça que nous avons monté la campagne « Lutte contre le Covid-19, pas contre ta femme, ton mari, ton enfant ». Notre magazine Santé sera axé sur la question du don du sang. Et pour édifier nos populations, nos auditeurs sur cette problématique, nous recevons dans ce studio le docteur Sandrine Biogo-Bieyang, chef de département des affaires médicales au Centre national de transfusion sanguine, représentant le directeur général empêché. À côté du docteur Sandrine Biogo-Bieyang se trouve monsieur Évrard Nzeondo. Il est chef de service de production-distribution au CNTS, entendez bien entendu Centre national de transfusion sanguine. Hors antenne, nous disions que nous sommes en période de pandémie du coronavirus. Le coronavirus sévit à travers le monde. Quelles sont les dispositions à prendre si l'on veut faire un don du sang justement en période de cette pandémie? Alors la première disposition est d'abord personnelle. Il faut que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes et avec le centre. Donc déjà, ne pas avoir été en contact avec quelqu'un qui a été infecté par le coronavirus, ou bien si vous-même vous ressentez des signes du coronavirus, c'est pas la peine de venir au centre. Et au niveau du centre, on a aménagé déjà à l'extérieur, on a mis une tente qui nous permet déjà de respecter les gestes barrières. Et ces gens qui viennent donner du sang, on les fait rentrer dans le bâtiment par groupe de 5 ou de 10, la disponibilité à l'intérieur. Et on a mis en place aussi beaucoup de points de désinfection. Le personnel aussi est suivi et régulièrement testé pour ne pas se contaminer, pour ceux qui sont contaminés ou contaminer les donneurs. Donc, on a les points de lavage de mains, on désinfecte vraiment notre structure régulièrement. Sinon, on va dire toutes les heures, toutes les 20-30 minutes, on désinfecte. Les fauteuils sur lesquels les donneurs passent sont désinfectés. Vraiment, on y tient vraiment. Et le port du masque est vraiment obligatoire dès qu'on rentre dans l'enceinte du centre. On y veille. Il y a des gens qui sont là à la sécurité, qui rappellent le bienfait de mettre son masque, qui désinfectent les mains des gens qui rentrent. Avant de rentrer dans le bâtiment, on reprend encore la température, on désinfecte et puis ici le cirque. Dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19, entendez coronavirus, chercheurs et praticiens de la médecine traditionnelle ont présenté à l'opinion la fagaricine 532 ou encore fagadine 191. Le médicament inventé par le docteur Pierre Piebi Oyubi, fait à base de plantes naturelles,
serait la meilleure solution pour lutter contre un ennemi dont on ne maîtrise pas les contours, selon notre homme de science. Avec moi sur ce plateau, Dr Pierre Piebi Oyoubi, médecin de médecine générale, spécialiste en sexologie médicale et chercheur gabonais. À côté du docteur Piebi se trouve Madame Benga, chercheur au Sénarest, retraité et communicateur traditionnel. Nous allons tout de suite, sans plus tarder, entrer au cœur de cette émission Gabon Santé avec cette question qui me vient tout de suite à l'esprit. Fagadine 532, fait à base de plusieurs plantes naturelles. Peut-être dans un premier temps nous présenter ce produit, docteur. La Fagadine 532 ou Fagadine 191 est un médicament obtenu à partir des extractions des plantes médicinales gabonaises. C'est un médicament qui renferme 3 classes de plantes, 3 grands groupes. Il y a le groupe de rutacées, un groupe de graminées et un groupe de ptéridophytes. C'est ça que représente la fagaricine dans sa composition. L'avantage de la fagaricine, c'est qu'il est prêt à être utilisé et qu'il a été conditionné. Parce qu'un médicament, son objectif est d'être conditionné et d'être prêt. Mais sinon, avec notre biodiversité, on peut même dire que chaque tradipraticien est un médicament. Et ces médicaments se font par notre culture. L'OMS le sait, que 80% des Africains font confiance d'abord à leur médecine traditionnelle. Donc, si nous tous, nous sommes derrière la fagaricine, c'est parce qu'il est prêt à être utilisé. Et qu'il suffit de multiplier, il est déjà conditionné, il répond à toutes les exigences de la science occidentale pour pouvoir être testé. Donc, notre biodiversité nous a tellement gâtés. En dehors même de la spécification, c'est-à-dire la spécialité des tradipraticiens, nous avons aussi une médecine de proximité. Ce que nous héritons, qu'on exige lorsque vous êtes marié. Il faudrait que vous sachiez, dans les premiers temps, de ne pas paniquer. Vous êtes le premier médecin de votre famille. Donc, dans le cas du corona, les symptômes sont les mêmes que le paludisme, que le rhume, parce que nous, on n'a pas la grippe tue en Europe. Ici, nous avons le rhume. Donc, à chaque symptôme, on peut opposer un médicament curatif et préventif. Ce n'est que dans le cas des complications qu'on se retourne vers l'inganga. Mais la fagaricine répond aux gens qui sont déjà internés, dont il n'y a pas encore de protocole universel. À partir du moment que nous avons de quoi répondre à toutes les exigences antivirales, antibactériens, antifongiques, immunoconstitutifs, il est aussi, donc, on peut antibiotiques. Nous saluons le travail, comme on dit, le hasard n'existe pas. Nous saluons le travail de nos chercheurs d'avoir eu sous le coude la réponse, l'appel d'avoir répondu dans les normes, l'appel du Premier ministre. C'est pour cela que nous sommes tous derrière ce produit qui peut résoudre les problèmes des malades internés au Covid-19. La détente intellectuelle devrait habiter nos esprits, surtout quand nous avons la charge de gérer une épidémie comme ça. Nous devons nous ouvrir à toutes les médecines. Nous devons accepter toutes les armes de lutte contre un adversaire aussi coriace. Moi, je suis une femme. Parce que nous, les femmes, le secret doit être dehors. Comment cela se fait-il que le gouvernement pose un problème et qu'aujourd'hui, le COPIL traîne les pieds? Moi, je ne comprends pas. C'est toujours comme ça. Quand il s'agit de la médecine traditionnelle qu'on utilise, du premier Gabonais jusqu'au dernier, on veut faire semblant comme si ça n'existait pas. Pourquoi? Moi, je ne pouvais pas savoir que dès que le Premier ministre a lancé un cri d'appel, et que jusqu'aujourd'hui, fagaricine n'est pas encore testé chez les malades du Covid. Et comme on vient de dire qu'on a un protocole qui est la chloroquine, c'est quoi? Lorsqu'on a un problème, on ne sort pas d'abord à l'extérieur. On teste d'abord, c'est pour cela que j'ai demandé au Premier ministre de la femme, qui est le premier partenaire, qui doit savoir quelles sont les armes qu'il peut utiliser automatiquement avant d'alerter dehors. C'est la chloroquine. Vous savez ce que la quinine nous a fait? Si beaucoup sont handicapés aujourd'hui, qui jettent les pieds là, faut aller leur demander. La quinine a fait des avortements ici. La quinine a fait des arrêts cardiaques ici. Alors que nous avons le quinquina qui pousse partout. Moi, je pensais même qu'ils pouvaient prendre les écorces de quinquina, faire eux-mêmes leur solution et conserver ça au citron comme fait nos grands-mères.
et donner ça aux malades. Or, un médicament de plante naturelle, lorsque le premier ministre, le chef du gouvernement, le président a donné un ordre, et c'est le copil qui tient les pieds, cette comité scientifique, la science, elle est d'abord culturelle, elle est d'abord endogène. Donc moi, je suis ulcéré, je n'arrive pas à comprendre qu'on adopte un protocole qui ne tient pas. De la Covid-19, on en parle encore. Les autorités sanitaires craignent que les initiatives entreprises pour contrer le coronavirus soient compromises. De l'infection à coronavirus, on va en parler avec le professeur Jean-Bernard Lekana-Douki, directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, Centre d'excellence régionale pour Africa CDC, certifié OMS Africa CDC pour le diagnostic de la Covid-19. Professeur, qu'est-ce que le coronavirus ou encore la Covid-19? Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette nouvelle pandémie. Il ne faut pas confondre. Coronavirus, c'est une sous-famille de virus. Parmi les coronavirus, il y a un nouveau virus, le SARS-CoV-2, SARS pour syndrome respiratoire aigu. Quelle est l'origine de cette pathologie? Coronavirus qui a émergé en décembre 2019 en Chine. Ce nouveau coronavirus est à l'origine d'une maladie qui est la Covid-19. Quel en est le mode de transmission? Ce virus se transmet d'homme à homme. Il se transmet par contact avec des gouttelettes respiratoires, des gouttelettes lorsque on éternue, gouttelettes lorsque on tousse et quand ces gouttelettes sont contaminées, c'est-à-dire la personne qui tousse, la personne qui éternue est une personne qui est infectée par le virus. Quelles sont les personnes à risque ou encore quelles sont les personnes les plus vulnérables? Plus de 80% des personnes chez qui l'infection est fatale sont plutôt des personnes âgées et des personnes ayant de lourdes comorbidités. Mais cela n'exclut pas que les jeunes peuvent être infectés, les jeunes peuvent développer la Covid-19 et les jeunes peuvent en mourir. Comment diagnostiquer la maladie? Quelles sont les recommandations, les bons comportements pour éviter la maladie? En cas de symptômes bénins, restez chez vous. Restez chez vous pour ne pas propager le virus à travers les personnes que vous rencontrerez en sortant. En cas de symptômes lourds, à partir de ce moment, il faut appeler les hôpitaux de référence. Au niveau de Libreville, nous avons l'hôpital des instructions des armées et en province, ce sont les centres hospitalo régionaux qui sont habilités à prendre en charge les personnes qui ont des symptômes de la Covid-19. Voilà, mesdames, messieurs, l'émission spéciale rétrospective est à présent terminée. À bientôt pour un prochain numéro de Gabon Santé. Portez-vous bien, surtout dans le respect des mesures barrières qui sont le port du masque, le lavage des mains au savon, la désinfection au gel hydroalcoolique et la distanciation physique. Il faut également noter que la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Gabon a débuté ce 23 mars 2021 dans les sites retenus pour la circonstance. L'équipe du jour était constituée de Hans Ndon à la réalisation, de Greta Matsonga et Liliane Amieng Mendom à la présentation et Bertrand Ebiagengwe à la coordination générale. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.